Politiquement, l'air du temps semble se cristalliser autour d'une tendance, celle des critiques et des remises en question de l'état de droit par des puissances politiques sérieuses et des menaces directes au modèle de la démocratie par les puissances étrangères, par ingérence. Et on présente souvent ces temps-ci la Russie comme coupable de ces ingérences et éternellement aussi inapte à la démocratie. Donc, soit on considère la Russie, sa structure et son peuple comme essentiellement mauvaises, soit on remet en cause le statut de bien universel de la démocratie. C'est en tout cas sur cette confusion que se basent les idéologues du Kremlin pour défendre leur modèle. Sans rentrer dans le détail de leurs propos ni de leurs inspirations, leur modèle défendu comme moralement bien, à eux, est la variante russifiée de la monarchie de droit divin. Cette propagande trouve une résonance amplifiée par l'hypocrisie de la démocratie imposée à la façon américaine en Irak, absolument pas dans une finalité morale. Aussi, cet argumentaire du Kremlin veut prendre pour illustration les échecs démocratiques en Afrique, comme des révoltes contre le modèle politique européen et les dictatures militaires remplaçantes, comme des expressions spontanées du pouvoir naturellement légitime. Ah non, c'est certain, la Russie des idéologues n'aime pas la démocratie. Et il ne faut pas tirer sur l'ambulance russe quand la Chine critique ouvertement la notion même de liberté qui, selon le gouvernement et dans la ligne d'une longue tradition politique, doit se subordonner à la paix sociale. Pour ce qui est de la Russie spécifiquement, eh bien ce désamour est une histoire complexe qui est souvent mal expliquée et réduite à des simplifications historiques malheureuses. Je ne vais pas me risquer ici à proposer un nouveau récit de cette fracture géopolitique, mais n'est-ce pas étonnant comme argument? J'entends par là cette idée que la démocratie est une expression illégitime du pouvoir. A l'inverse, on pourrait se questionner. N'est-ce pas étrange de penser que la démocratie est une expression légitime du pouvoir? Mais surtout, et d'un point de vue plus spécifique à la propagande l'accompagnant, que la démocratie est un modèle eurocentré qui ne peut pas être exporté partout. C'est la démocratie qui, selon Kant, permettra à l'humanité de devenir libre et de se maintenir en paix. En déterminant soi-même les modalités de son état, l'humanité créera elle-même ses aspirations communes à tous et le consentement à la gouvernance qui l'accompagne. Et vous me direz, Kant n'est pas le seul dans l'histoire de la philosophie européenne à avoir eu de grandes idées politiques prétendument applicables universellement. Alors a-t-il vraiment voulu pousser un modèle politique à sa convenance comme un bien universel? Non, cette vision est incorrecte. Elle confond complètement l'argument moral et la théorie politique, qui ont évidemment un lien, mais on va en parler. Kant critique évidemment ici les monarchies qui n'ont pas la paix pour but, ni la concorde entre les hommes, mais l'autopréservation et la satisfaction de la raison subjective d'État, dans les mains d'un seul homme. Mais Kant critique aussi l'idée de l'État souverain obésien, un État qui fonderait sa légitimité morale dans le fait de faire le bien pour ses sujets, quel qu'en soit le prix. Un État dirigé par un souverain incontesté et aux pouvoirs illimités, pourvu qu'il garantisse le bien légal et moral sur les humains sous son joug. Comprendre en quoi la vision de Thomas Hobbes et celle d'Emmanuel Kant s'opposent, c'est comprendre la différence entre un régime politique dont la priorité est l'effectivité et l'exécution de ses prérogatives, et un régime politique dont la priorité est la légitimité, et s'attache à minimiser la contrainte sur ces sujets. Donc pour répondre à la question, a-t-il vraiment voulu pousser un modèle politique à sa convenance comme un bien universel? Non, il a poussé une idée de la morale dont l'expression politique aurait été la démocratie. Effectivement, l'État par exemple qu'il appelle paternaliste, est parmi le plus despotique selon Kant. En imposant sa vision du bien et du bonheur, il trompe ses citoyens en donnant aux individus une vision de la morale qui n'est pas la leur. L'autonomie est donc pour Kant la valeur cardinale de la politique telle qu'elle devrait être, et la démocratie le système pour l'accomplir. L'autonomie, car c'est par l'indépendance et par l'autodétermination que selon Kant nous réalisons notre vision du bien, et non sous la contrainte. Contrainte qui nous imposerait la vision du bien d'un autre, et donc
si elle n'est pas nôtre pleinement, ne serait pas réellement bonne, d'après Kant. L'État doit essentiellement créer un cadre juridique qui permet à chacun de poursuivre son propre bonheur, en quelque sorte sa propre version de la morale, si vous me passez l'expression. Effectivement, toujours selon Kant, le rôle principal de l'État est de garantir la liberté des individus, pas de les rendre heureux. Il a même écrit « Personne ne peut me contraindre à être heureux à sa manière, comme il conçoit le bien-être des autres hommes, mais chacun a le droit de chercher son bonheur par le chemin qui lui semble bon, pourvu qu'il ne nuise pas à la liberté qu'ont les autres de poursuivre une fin semblable. » Et d'une certaine façon, dans cette vision, la démocratie doit instituer la légalité, c'est-à-dire quand même le droit qui nous contraint, au moins un peu. Et son idée de la légalité, c'est qu'elle doit tendre vers la moralité. Évidemment, cette contrainte légale ne peut pas se suffire à elle-même pour convaincre les individus de la suivre. Elle doit progressivement intégrer une dimension morale. L'objectif est que les lois conduisent à une transformation intérieure des individus finalement. La légalité doit encourager l'autonomie morale, pas seulement la conformité. On n'obéit pas à la loi, on y adhère. Un point que je trouve quand même assez intéressant dans cet argumentaire, c'est l'idée d'adhérer à la morale plutôt que d'y être contraint. En pratique, en quoi est-ce différent ? En pratique, est-ce que adhérer à la morale telle qu'elle est formée dans la légalité, eh bien en quoi est-ce différent d'y être juste contraint gentiment ? Et c'est là qu'il faut rappeler qu'en théorie, la démocratie est surtout une expression de la morale. La loi est une expression de cette morale. Donc on adhère à la loi, on adhère à la morale, par adhésion automatique à ce qu'on a déjà exprimé, ou de proche en proche. C'est-à-dire qu'on adhère à une idée morale proche de la nôtre, suffisamment proche de la nôtre, exprimée par des pairs qui peuvent avoir des visions similaires, avec lesquels on peut partager des buts similaires, et aussi avec lesquels je peux entrer en dialogue si je veux apporter ma pierre à l'édifice. On parle souvent de contrat social en démocratie, ou dans n'importe quel régime. Il faut bien comprendre que dans le système de Kant, dans cette idée de la légitimité, de la légalité, par création dynamique, c'est là une autre forme du contrat social. C'est quelque chose qu'il ne faut pas remettre en question sans remettre en question tout le système démocratique. Pour en revenir aux régimes autoritaires qu'on citait au début, ce qu'il est intéressant de comprendre, c'est à quoi ces régimes s'opposent. Les autoritarismes, en substance, veulent incarner l'idée d'un pouvoir naturel pour recouvrir, voire écraser la possibilité des individualités trop angoissantes par leur liberté, ou simplement trop décevantes par leur modernité. La prévalence de ces régimes nous invite à ne pas penser que nos libertés sont acquises, et j'irai plus loin en disant qu'il faut réinviter dans notre vision des fonctionnements politiques les intentions premières qu'ils les ont imaginées, pour se redonner une direction politique. Si vous trouvez vous aussi que la démocratie peut aussi être un éventuel instrument moral, je vous invite avec moi à ne pas perdre cette volonté morale, justement, et politique de la liberté individuelle, mais surtout, et avant tout, à se réapproprier les outils qui permettent les individuations saines et le corps social coexistant, la démocratie, mais aussi l'éducation. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. J'ai remarqué que le premier épisode avait bien plu à YouTube, donc c'est plutôt encourageant. Je vais commencer à créer des réseaux que vous pourrez aller voir en description. Il y aura mon Instagram certainement et je vais faire un Blue Sky. D'ici là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a d'autres épisodes en écriture et que enregistrer, c'est quand même extrêmement dur pour moi encore pour l'instant. Donc j'ai pas vraiment de calendrier en tête de quand les épisodes sortiront ou quoi ou qu'est-ce. De toute façon, c'est comme ça que je compte faire vivre cette chaîne. C'est de petit à petit. Je ne sais absolument pas monter des vidéos, par exemple, donc c'est quelque chose que j'apprendrai en faisant. Merci, c'était la synthèse.